Est-ce que vous êtes concerné un peu par le domaine de l'électronique? Un petit peu? L'électronique vous intéresse? Un petit peu. Un petit peu, ok. Bon, alors on va essayer de rendre intéressant un peu cette présentation. Déjà une petite intro. Donc moi je représente une association qui regroupe des industriels de l'électronique, donc des donneurs d'ordre, Thales, Safran, Schneider, des gens qui construisent des choses, chez qui vous irez peut-être travailler. Les sous-traitants électroniques, donc qui vont fabriquer la carte électronique, des laboratoires, le CNRS, le CEA, et des écoles, des universités aussi. Donc cette association regroupe tous ces gens-là pour pouvoir réfléchir un petit peu ensemble et essayer de travailler sur des problématiques du jour. Hein, donc ça c'est très intéressant, c'est vraiment des échanges et on intervient nous sur toute la France, sur des conférences, sur des ateliers de travail. Et on a fait, il y a 4-5 ans à peu près, un séminaire de 2 jours à Lyon. On a regroupé sur 2 jours 80 personnes qui venaient de la France, de l'Europe, pour réfléchir un petit peu sur ce que sera l'électronique de demain. Et on a voulu faire 4-5 ans après un bilan. Alors ce qui est toujours très intéressant, c'est quand vous vous projetez à 5 ans et que 5 ans après vous regardez ce que vous avez dit, ben, vous comptez le nombre de bêtises que vous avez pu dire, quoi, hein, mais hein, c'est ça qui fait bouger un petit peu les choses. Donc l'idée, en plus pour vous ça va être intéressant, ça va être de vous présenter un petit peu ce qu'on avait pu dire et ce qui a vraiment percé, les points qui sont arrivés de manière très forte. En plus, la période actuelle a bouleversé quand même pas mal de choses, hein. Surtout, je pense que vous avez dû être, ça n'a pas dû être évident de travailler dans votre domaine. Mais comme vous aviez tous chez vous 3-4 automates, donc il n'y avait pas de souci pour pouvoir travailler dessus. Hein, donc, voilà, hein. Démonter la machine à laver, la télé et tout ça, quoi. Alors, juste pour avancer, donc on l'a vu, c'était 2 jours de réflexion, 80 participants, on a fait venir des ateliers, et l'idée c'était de dire comment on va préparer l'avenir. Donc là rapidement, quels étaient les thèmes qui sont ressortis à cette époque? C'était de dire, on va avoir des fortes évolutions technologiques. Un exemple simple, le monde automobile. Avant, vous aviez une carte électronique qui se trouvait pratiquement dans le tableau de bord et puis qui drivait un petit peu tout l'ensemble. Aujourd'hui, on a de plus en plus des capteurs, des cartes électroniques qui sont au niveau des organes moteurs. Vous trouvez ça dans les freins, vous trouvez ça au niveau des amortisseurs. Donc à partir du moment où vous trouvez une carte électronique qui se trouve au niveau d'un organe mécanique moteur, qui est lié à des capteurs, ça amène des contraintes très très fortes. Hein, et ça, c'est quelque chose qu'on voyait arriver avec tout ce qui était aussi l'aspect miniaturisation. De plus en plus petit, etc. Donc ça, c'était vraiment un point qu'on avait vu avec, par rapport à ça, des nouveaux outils de conception, de tests qui arrivaient, qui allaient être nouveaux pour les industriels. Donc vraiment un bouleversement dans ce qu'on pouvait vivre. L'arrivée importante des data, ça bien entendu. Alors ça, ce qu'on ressortait à l'époque, c'était de dire, vous avez tous les spécialistes du monde qui arrivent et qui vous disent, il vous faut des data, il faut exploiter les data. Et vous apercevez qu'en fait, l'industriel, lui, il en a besoin de 10 de data. Donc si parmi vous, il y en a certains qui veulent demain faire gestionnaire de data, vous apercevrez que la difficulté, c'est de savoir capter la bonne data pour savoir bien l'utiliser. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qui arrivaient. Tu peux revenir sur avant, s'il te plaît, pardon. On avait l'importance de l'humain, bien entendu. Enfin, ça, vous l'avez vu avec les difficultés que vous avez eues il y a quelque temps. C'est comment travailler ensemble en étant confinés, en étant sur du télétravail, etc. Et puis avec des attentes aussi différentes. Moi, je veux une vie sociale, je veux faire ça, etc. Je veux m'épanouir. Et puis des relations fortes entre le client et puis son sous-traitant. Donc rapidement, pour terminer sur ce point-là, donc l'électronique aujourd'hui, c'est plus de l'électronique, c'est de la plastronique. L'électronique liée au plastique,
c'est de la mécatronique, l'électronique alliée à la mécanique, c'est de l'électronique 3D, c'est-à-dire vous trouvez... Allô? Oui, pardon, avec des éléments en 3 dimensions qui vont se positionner, je le répète, dans des sous-ensembles au niveau de la voiture, l'électronique imprimée, des objets connectés, hein, puisque dans la voiture aujourd'hui, on a des capteurs un petit peu partout. Donc tout ça, ça doit vraiment dialoguer. Un point important, c'était ce qu'on appelle le COBO, le robot collaboratif. De plus en plus, vous allez vous trouver, vous, dans des unités, en train de faire des tâches à forte valeur ajoutée. Et à côté de vous, vous allez avoir Maurice. Maurice, ça va être le robot qui, lui, va faire des trucs peut-être un petit peu plus répétitifs, un petit peu plus casse-pied. Comment je vis avec Maurice tous les jours, quoi, je veux dire. Hein, alors, ce sera peut-être pas Maurice, ce sera peut-être quelqu'un d'autre, vous choisirez. Hein, et ça, c'est un point important. Tout ce qui est miniaturisé, tout ce qui est fiabilité. Et puis, on va en parler un petit peu derrière, c'est RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Comment je fais évoluer mes collaborateurs, comment je leur apporte bien sûr du bien-être, mais faire en sorte qu'ils aient tous les moyens pour s'exprimer au mieux dans l'entreprise, hein, liés au projet conduite du changement. Donc voilà un petit peu les différents points sur lesquels on avait travaillé. Donc je pense que pour vous, c'est intéressant parce que ça va vous projeter sur qu'est-ce que c'est l'électronique demain, qu'est-ce que c'est l'industrie de demain. Et en fait, je le pense vraiment, vous arrivez, vous, à un moment où il y a vraiment tout à faire. Vous avez tout à construire. Le data, la relation, les process, les outils, tout ce que nous, on a pu mettre en place il y a déjà quelques temps, eh bien, tout ça, ça va être bouleversé. Enfin, dans le monde industriel, aujourd'hui, vous allez vraiment trouver votre place et vous amuser réellement. Donc je vais passer la suite à Jean-François qui, lui, va vraiment travailler sur la conduite du changement. Et ce qui est intéressant, il va vous présenter ce qu'ils ont fait au sein d'une entreprise pour justement motiver, travailler avec les collaborateurs. Et cette période difficile qu'on a vécue est d'autant plus un très bon exemple. Ça vous va? Voilà. Non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. C'est eux qu'il faut applaudir parce que c'est eux qui vont travailler maintenant, hein, donc on vous attend. Hein. En attendant, est-ce qu'il y en a un ou une qui a une question? Même si c'est pour me demander l'heure, je répondrai, c'est au moins une question. À quelle heure ça se termine? C'est ça? À quelle heure c'est le café? Non? Ah, il est quelle heure? Il est 10h moins 5. Je te passe le micro? Merci Jean-Pierre. Donc Jean-Pierre Villain vous parlait de ce qu'on avait fait il y a maintenant en 2017. Donc moi je vais vous parler d'évolution sur la responsabilité sociétale des entreprises. Donc globalement la thématique c'est de dire vous allez être dans une entreprise qu'est-ce qu'on va apporter en plus par rapport à votre mission. Donc on imagine vous êtes embauché comme technicien de test, comme ingénieur de test, ingénieur de production. Donc c'est déjà une bonne chose. Par contre, il va falloir vous dimensionner dans une tâche qui va vous intéresser et être aussi dans une entreprise qui va savoir vous accueillir et vous faire évoluer. Donc rapidement une présentation. Hein. Moi j'ai fait toute ma carrière, je suis maintenant un heureux retraité depuis septembre. J'ai fait ma carrière dans des grands groupes et puis j'en profite maintenant pour participer à différentes associations. Donc entre autres PC2A et aussi une association qui s'appelle Jeunesse Entreprise dans lesquelles on intervient justement dans des lycées ou dans des collèges pour sensibiliser sur le monde de l'entreprise, la création d'entreprise et comment aussi vous donner des idées pour un jour vous dimensionner par rapport à une carrière. Et puis différentes associations pour lesquelles j'interviens. Donc le contexte, on dit en 2019, on avait fêté les 20 ans de PC2A, hein, donc j'avais présenté une thématique sur la RSE et on va voir avec un bref rappel comment on se dimensionne aujourd'hui et comment les choses ont évolué. Donc la responsabilité sociétale des entreprises, on s'est mis en œuvre depuis je dirais une dizaine d'années efficacement avec un référentiel qui s'appelle l'ISO 26000 et donc où on va guider
comment organiser une entreprise au travers des attentes des collaborateurs, globalement. Donc c'est une démarche de progrès et de différenciation, hein, puisque d'une entreprise à l'autre, vous allez être bien ou vous allez être moins bien. Et c'est ce qui va aussi vous guider dans la fidélité par rapport à un emploi. Donc c'est des grands groupes internationaux hein, qui mettaient ça en place dans les années 2000 et puis 2017-2020. Et puis aujourd'hui, donc on s'aperçoit qu'il y a des entreprises et des PME ou des petites et moyennes entreprises qui ont commencé à effectuer la démarche. Donc globalement, hein, on peut se faire évaluer, il y a plusieurs niveaux d'évaluation, donc en termes de maturité, hein, donc j'en parlerai un petit peu après. Donc globalement, la RSE, ça va tourner au travers de différents aspects, donc sur lesquels l'entreprise va répondre à sa gouvernance, comment on gouverne l'entreprise, quelles sont les stratégies de l'entreprise, hein, donc la stratégie, elle vient d'un président ou d'un directeur qui va décliner à ses collaborateurs ce que l'on va mettre en place pour pouvoir animer l'entreprise. On va rentrer aussi dans le cadre des droits de l'homme. Bon, les droits de l'homme en France, on n'est quand même pas trop mal. On va aussi agir sur la relation, les conditions de travail. Hein, donc même chose en France. Bon, on est quand même dans un pays où il fait bon vivre au niveau des conditions de travail. Mais on regardera quand même que je parlerai tout à l'heure des parties prenantes, hein, c'est-à-dire les entreprises avec lesquelles on travaille, en particulier les fournisseurs, on essaiera de s'attacher à travailler avec des entreprises qui ne font pas travailler les enfants, par exemple. L'environnement, alors environnement, vaste thématique, hein, j'espère que dans votre cursus, on vous en parle un petit peu. Comment éco-concevoir, par exemple, on va concevoir un nouveau produit, comment on va prévoir le recyclage de ce produit, comment on va prévoir aussi sa durabilité. Hein, on parle de plus en plus d'obsolescence programmée. On achète une machine à laver et puis on se dit elle va fonctionner pendant 10 ans et après on la met à la poubelle. On s'aperçoit aujourd'hui que ce n'est pas raisonnable. Les bonnes pratiques des affaires. Donc là aussi, comment je vais réagir vis-à-vis de mon marché, vis-à-vis de mes concurrents et de façon à avoir une démarche éthique. Les questions relatives à la consommation et aux consommateurs, là encore, on est un peu lié avec l'environnement. Un produit qui va avoir mauvaise presse, alors on le voit assez régulièrement maintenant avec des rappels de voitures. Des choses que les constructeurs ne faisaient pas il y a 20 ans, on cachait tous les problèmes, on réparait ça discrètement dans les garages. Maintenant, on fait des rappels de façon à faire voir aux clients en fait, qu'on a une démarche responsable vis-à-vis surtout des problèmes de sécurité. Et puis, on va avoir un engagement sociétal, c'est-à-dire qu'on va s'engager vis-à-vis de l'ensemble des structures qui vont tourner autour de l'entreprise, hein, en particulier les mairies, les conseils généraux. Alors, les parties prenantes, donc c'est un point essentiel, à mon sens, pour identifier le périmètre de couverture, hein, qui influe sur l'entreprise et son activité. Donc, on va déterminer, à mon sens, dans un premier temps, les collaborateurs. Parce que l'idée, c'est de dire, de toute façon, une entreprise, elle ne va pas fonctionner si les collaborateurs ne sont pas satisfaits des conditions de travail. Alors, on s'aperçoit qu'en plus, c'est générationnel. Hein, vos générations, aujourd'hui, veulent être intéressées à une mission dans l'entreprise. Hein, venir juste pour avoir un salaire, c'est des choses qu'on rencontre de moins en moins. Donc, ce qui fait qu'on a des gens qui vont partir si, toutefois, ils ne sont pas satisfaits. Donc, l'idée, c'est de fidéliser. Évidemment, on va trouver les clients. Si on n'a pas de clients, l'entreprise, ça ne marche pas bien. Les fournisseurs, donc il faut se préoccuper aussi de la satisfaction des fournisseurs. Imaginons par exemple un fournisseur qui est mal payé, quelque part, il va mal livrer. Comment l'entreprise influe sur l'écosystème, donc la collectivité, les mairies, les communautés de communes, hein, la création d'emplois, ça attire quand même aussi des sociétés aujourd'hui qui embauchent. C'est quand même intéressant pour l'ensemble de la structure. On imagine par exemple un village, s'il n'y a pas d'entreprise intéressante, on va perdre la boulangerie, on va perdre le tabac et ainsi de suite. Hein, donc c'est des choses qu'on voit aussi tous les jours. La pérennité des fournisseurs et la performance des clients. Alors globalement, hein, donc, si on regarde en 2017, quand on parlait de responsabilité sociétale des entreprises, hein, il y avait 80% des entreprises qui n'en avaient pas entendu parler et 20% qui en avaient entendu parler. Donc en termes de progression, aujourd'hui,
on s'aperçoit avec la diapo qui est présentée, la RSE est majoritairement représentée au sein du COMEX, donc du comité de direction, du comité exécutif. Donc on a 65% des entreprises, 73% des difficultés pour objectiver et mesurer l'impact, donc c'est encore compliqué. Mais en même temps, on s'aperçoit qu'on a toujours des grands groupes qui sont engagés à 80%, mais l'évolution depuis 2017, c'est qu'on a des entreprises à taille industrielle, des PME et des TPE, des très petites entreprises, qui s'engagent dans la démarche pour une part de 64, 38 et 34%. Donc ce qui est rassurant, parce que vous, en termes d'accueil futur dans une entreprise, ça veut dire que quelque part, vous avez toutes les chances d'être intégré dans une entreprise qui a pris ça en compte. Alors la RSE raisonnable et sincère, hein, le truc c'est aussi de dire que quand on va s'engager sur ce type de système, c'est forcément un engagement de la direction et du responsable d'entreprise. Moi je ne vais pas arriver dans l'entreprise en disant tiens je vais installer la RSE, ce n'est pas comme ça que ça se passe, il faut une sincérité. Si la sincérité elle n'est pas là, on fait juste pour répondre à une norme, quelque part de toute façon dans l'entreprise vous allez vous en apercevoir assez rapidement. Donc en 2021, le contexte a changé avec la croissance et la crise. Des grands groupes se sont repliés en revenant à un credo, la survie. D'autres ont continué leur route. Donc malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, pendant la période de crise, c'est là où on a vu que les entreprises étaient solides en termes de RSE et respectaient les bonnes pratiques. Et puis c'est là où on a vu aussi que malheureusement, il y avait des grands groupes qui faisaient que du vernis en fin de compte. Et quand on revient à une situation de crise, on retrouve, malheureusement, on retombe dans les anciennes pratiques. On ne paye pas les fournisseurs, on a du mal à être livré, les clients ne payent pas les factures. Donc ça devient, c'est des situations compliquées. Donc il faut de la sincérité. Donc la mise en place des pistes d'engagement RSE dans l'industrie électronique, et puis je vous engage à aller voir les différents stands, puisque c'est des choses qui s'installent, et Jean-Pierre Villain en a parlé tout à l'heure. La mise en place de Kobo pour réduire les tâches répétitives, donc ça c'est important. On parlait de sécurité au travail et de bien-être au travail, donc quelqu'un qui va faire des tâches répétitives va avoir forcément des troubles musculo-squelettiques au bout d'un moment, donc ça fera des arrêts de travail et ainsi de suite. Donc l'idée des Kobo, c'est en fin de compte d'assister les opérateurs pour les tâches qui sont peu ou pas intéressantes. Alors qu'on s'entende bien, les cobots et les robots ne sont pas pour licencier du personnel, ils sont là pour aider le personnel dans sa tâche. Alors d'autant plus que l'intérêt dans la mise en place de ce type de système, c'est qu'il faut quelqu'un derrière qui fasse de la programmation. Je suppose que dans votre cursus, c'est des choses que vous devez voir. Former et diplômer, certifier les collaborateurs pour donner les moyens pour acquérir de l'autonomie. Donc ça, c'est important de donner en fait aux collaborateurs de l'autonomie dans leurs tâches. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans l'électronique, on avait les gens qui fabriquaient, les gens qui contrôlaient. Aujourd'hui, les gens qui fabriquent contrôlent. Une contrôleuse n'est pas plus bête qu'une opératrice, et une opératrice n'est pas plus bête qu'une contrôleuse. Donc en plus, l'opérateur qui fait la tâche, comme il la connaît, il est censé savoir si c'est bon ou mauvais, tout en ayant des critères aussi pour se référencer. On va investiguer pour qualifier des process respectueux de l'environnement. Donc on aura l'occasion de le voir aussi dans les présentations qui vont suivre. Comment faire en sorte d'avoir des produits qui vont être respectueux de l'environnement. Donc ça c'est important. Et échanger, partager l'expérience au niveau des réseaux professionnels pour participer à l'évolution de l'industrie. Donc PC2A en est un exemple où on va travailler de concert avec des clients, on va travailler avec des concurrents sur certains sujets qui vont permettre d'avoir des choses collaboratives et quelque part aussi de faire des économies d'échelle par rapport à des qualifications qui peuvent être coûteuses. Donc un exemple de société, donc c'est la groupe où j'étais précédemment, j'ai mis en place les systèmes qualité, la RSE, et j'ai été aussi directeur industriel. Donc globalement, si j'axe sur la partie formation et la partie certification, comment l'entreprise peut donner des moyens au personnel pour pouvoir quelque part avoir des situations diplômantes. Donc on a fait en sorte de diplômer des opérateurs qui étaient dans l'entreprise depuis des années, voire plusieurs dizaines d'années,
et qui étaient sortis de l'école sans diplôme. Donc, quelque part, on a fait des certifications qui sont dans le cadre de la métallurgie, sur lesquelles, en fait, il y a un cursus de formation, et ensuite, on donne un diplôme. Donc, il me semble que c'est gratifiant vis-à-vis d'un opérateur pour reconnaître sa compétence. On a formé 220 collaborateurs certifiés donc sur des référentiels de contrôle IPC, qui sont des référentiels dans l'électronique. Et quelque part, ces certifications, elles sont aussi la propriété de la personne. Donc, ce qui veut dire qu'une personne qui, pour des raisons X, va travailler dans la Mayenne, puisque c'est là et dans la Mayenne, et puis va aller dans le sud pour des raisons familiales, par exemple, quelque part, elle aura toujours son diplôme et ça lui permettra d'implémenter son CV. Donc, vous voyez que la relation, elle est complètement différente de l'entreprise, où l'entreprise, il y a quelques années, faisait tout, en fait, pour faire en sorte que l'opérateur ou la personne à tous les niveaux reste dans l'entreprise en cloisonnant. Aujourd'hui, on décloisonne. On dit, après tout, la vie fera que la personne elle restera avec nous, ou elle s'en ira, mais on lui donnera des moyens aussi pour aller plus loin. L'exemple avec la situation actuelle sur des sociétés qui ont pu licencier et ainsi de suite, on donne des moyens aux personnes pour rebondir. Et puis, quelque chose qui me tient à cœur aussi, on accueille beaucoup d'alternants. C'est pour ça que je posais la question à certains d'entre vous si vous faisiez en alternance. Donc, c'est-à-dire qu'on accueille des gens à différents niveaux qui font un cursus scolaire, mais en même temps qui font un cursus dans l'entreprise avec un projet. Donc ça, c'est extrêmement gratifiant parce que les projets, donc on donne des projets qui sont intéressants. Et sur 70 alternants ou apprentis accueillis pendant la période des 4 ans, on a eu 100% de diplômés, 60% d'embauches dans le groupe et 100% à trouver un emploi. Donc c'est quand même pas mal. Et puis pour nous, managers, c'est quand même super satisfaisant. Et puis en termes de RSE, donc pour finir, si on regarde entre 2017 et 2021, donc le groupe CELA comporte 4 entreprises. Donc on avait fait une évaluation de l'entreprise qui est à Renazé dans la Mayenne, donc on était à 70% de complémentarité par rapport au référentiel. La deuxième société qui est à côté de Rouen était en évaluation EcoVadis, donc avec un système d'audit. Et les 2 autres sociétés, donc une au Maroc et l'autre aussi dans la Mayenne, étaient uniquement en bonne pratique. Donc en 4 ans, aujourd'hui on est au niveau argent sur 2 entreprises au niveau EcoVadis. Donc ce qui veut dire que l'entreprise elle a des bonnes pratiques, elle les met en application. On n'est encore pas au top, mais c'est déjà un engagement. Et pour les 2 autres sociétés, donc on influe la dynamique du groupe. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation. Est-ce que vous avez des questions ? Donc prenez bien en compte tout ça dans votre cursus. Donc vous avez toute la partie technique sur lesquelles c'est la majeure partie de ce que vous allez mettre en œuvre quand vous trouverez un emploi. Vous allez avoir aussi toute la partie normative, la partie mise en application de certaines règles dans l'entreprise. Et puis, vous aurez, j'espère, tombé dans des entreprises qui auront ce type de démarche dans lesquelles, en fait, on essaye d'avoir ce qu'on appelle la QVT, la qualité de vie au travail. Donc, qualité de vie au travail. On n'est pas heureux au travail. Si on ne pouvait rien faire, ce serait pas mal. Mais on va essayer d'avoir un comportement qui soit gagnant-gagnant entre l'employeur et les employés, de façon à fidéliser et avoir une bonne ambiance dans l'entreprise. Vous avez des questions ? J'ai été parfaitement clair. Je vous souhaite une bonne journée.